dans ce débat et parler notamment de ce qu'on appelle le responsive design. Alors, je vais commencer avec vous, Rohan. Je crois que vous avez été l'un des premiers à publier sur l'App Store en tant que bêta-testeur. Ouais. C'était il y a maintenant presque 5 ans. Non. Non, moins. L'App Store est arrivé un peu après l'iPhone. 2008, donc voilà. Il y a 5 ans, c'était que Steve Jobs, je pense. On va dire 4 ans. Okay. 4 ans. Si je vous demande de définir ce qu'est la publication numérique, c'est un terme qui est assez large? C'est un terme qui est très large. Ouais. En fait, c'est très large parce qu'il y a différents types de publications électroniques. C'est-à-dire qu'on a les publications électroniques qui sont à flux dynamique, qui sont très proches des blogs ou des projets un peu comme des daily. C'est-à-dire c'est des applis qui vont aller chercher de l'information en temps réel, tout le temps. Et il y a des applications d'édition électronique qui sont plus proches du livre et du magazine. Donc c'est-à-dire que c'est des projets, une fois on les boucle. Donc qui contient tout le contenu. Ça ressemble plus à un livre. Ça ressemble plus à un livre. Avec l'aspect dynamique bien sûr, avec l'aspect interactif, avec l'aspect vraiment de mise en multimédia, de mise en valeur de l'information via le design d'interaction. Donc il y a ces deux grandes parties en fait qui sont aujourd'hui. Ouais. Alors, on en voit quelques exemples. Je me tourne vers Philippe Janet. Philippe, même question. On va commencer par une définition assez simple. Publication numérique, pour vous, c'est quoi et qu'est-ce qu'une édition numérique réussie? J'ajoute un adjectif. La publication en ligne, c'est tout ce qu'on va pouvoir proposer à un lecteur à partir du texte, de l'image, du son, de la vidéo, etc., qui est un peu organisé avec accessoirement une marque qui peut servir de pont entre toutes les pages, entre tous les éléments qui vont être utilisés. J'insiste sur la marque, parce que quand on arrive de Google, souvent on ne sait absolument pas où on est, donc c'est quand même important à un moment d'avoir une marque. Après, ce qui est réussi, c'est ce qui rapporte de l'argent. Parce que on rappelle que GIE, c'est gros point d'intérêt économique. Hein. Oui, ça rapporte pas encore de l'argent, mais dans mes fonctions précédentes, j'ai réussi à faire des choses qui en rapportaient. Je pense que c'est essentiel quand même quand on fait de la publication en ligne, même si aujourd'hui sur un iPhone, un iPad, etc., c'est un peu moins en ligne. Ce qui est essentiel, c'est quand même à un moment, il y a un lecteur, que le lecteur soit satisfait et que la satisfaction du lecteur se traduise en espèces sonnantes et trébuchantes. Pourquoi vous dites que c'est un peu moins en ligne ? Je pensais qu'on n'avait jamais été aussi connecté, justement. Alors, c'est connecté, mais c'est moins en ligne. Moi, je viens d'un univers très ancien dans lequel on avait un câble et puis il y avait un petit modem qui faisait un bruit bizarre quand on se connectait. Donc, il y avait vraiment une ligne. Maintenant, il n'y a pas de ligne, ça accrochait à rien, il n'y a pas de fil sur un iPad. Qui a connu ça parmi vous, là, le modem qui crépite? On peut voir les mains qui se lèvent? Ah bon, ça va. Donc on a tous plus de 20 ans, en gros, dans la salle. D'accord. Et donc, voilà, alors que là, aujourd'hui, vous êtes quand même sur des machines, il n'y a pas de câble, vous n'avez pas de fil. Enfin, il y a un fil pour le recharger de temps en temps, mais c'est quand même des objets aujourd'hui qui sont plus du tout en ligne, qui ont quand même une différence fondamentale. On en parlait tout à l'heure avec Juan. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'être capable, quand on fait une production en ligne, une publication en ligne, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir une unité à l'intérieur de cette publication qui fasse que le lecteur ne soit jamais perdu. Et quitte, en tout cas moi je l'ai fait sur le monde interactif par le passé, quand on a fait les applications iPhone, iPad, on a utilisé le design Apple, on a utilisé même les boutons Apple, on a volontairement copié les boutons d'iTunes et les fonctionnalités, de manière à ce qu'un utilisateur qui avait acheté une machine Apple ne soit jamais perdu à l'intérieur de ce qu'il avait. Bon, là, c'est la couverture du magazine M, alors c'est pas très Apple, mais après... Non, mais pour moi, c'est un titre que vous connaissez. Oui, ça, je le connais pas mal. Et à l'intérieur, on a essayé, pour le coup, d'utiliser tout ce que nous permettait de faire Adobe, mais on a aussi essayé en permanence sur les boutons, sur l'ergonomie, de rester très très proche de ce que faisait Apple, à tel point que quand on a fait des versions pour Android, on a changé les boutons. On a essayé d'utiliser là, les boutons qui étaient ceux que l'utilisateur avait l'habitude de voir quand il utilisait sa machine. Ça a l'air évident comme ça, mais il y a un certain nombre de nos confrères qui ont quand même essayé d'inventer des ergonomies à eux tout seuls, et c'est pas évident de lutter avec ses petits bras contre Apple ou Google dans cet univers-là. Et puis on a tous adopté des réflexes, enfin, ça on n'y peut rien. Hein, on a un doigt et il n'y a que le doigt pour utiliser, donc si on commence à vouloir utiliser 2 doigts sur un écran d'iPhone, c'est un peu compliqué. Denis Decoster, on a commencé à évoquer hier la publication sur tablette. Clairement, elle ne peut pas se contenter de répliquer ce qui est dans l'édition papier. Enfin, elle peut, mais ce serait vraiment dommage. Il y en a qui ont essayé. Les constats sont que... Au début. Ils ont essayé au début. Oui, parce que c'est un nouveau métier. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on reconstruit un scénario complet. C'est quand on fait une publication sur tablette, depuis le brief, quelque part, éditorial, on doit prendre en compte tout un certain nombre de choses, notamment l'interactivité. Donc du coup, on construit quelque part une autre histoire.
Vous disiez tout à l'heure, Philippe, qu'il fallait que le lecteur s'y retrouve et quelque part ne sorte pas, ne se perde pas, ce que vous avez dit. Sur le web, c'était un peu le contraire. L'idée, c'était de partir d'un site, de cliquer sur un lien et de constamment passer d'un site à un autre. C'est vrai. On a changé de logique. On a changé de logique, mais regardez l'usage que vous avez aujourd'hui. C'est de la vie courante. La navigation sur Internet, depuis 10 ans, c'est Google. C'est Google qui est devenu le browser par défaut. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens tapent une requête et puis ils arrivent par hasard sur un site. Quand vous utilisez votre iPad ou votre iPhone, vous n'avez pas de moteur de recherche. Vous allez directement télécharger l'application avec la marque qui vous va bien. Là, vous allez télécharger l'application Le Monde, l'application Le Figaro, l'application ePress. Vous allez prendre celle qui vous intéresse. Donc, d'un coup, on a rendu toute l'importance à la marque. Alors que précédemment, la marque dominante, c'est Facebook, c'est Google, à partir desquels vous avez des liens qui vont vous envoyer presque par hasard vers le site du Monde ou le site du Figaro. Pour les objets communicants, alors, Bertrand Duplat, vous avez un attachement profond à l'objet, donc on n'est pas du tout dans le monde numérique, et pourtant, vous faites des objets qui sont à la pointe de la modernité, et des applis qui vont avec. Expliquez-nous l'idée. L'idée, en fait, alors le terme objet communicant, c'est un des termes pour décrire ce que l'on fait, mais en fait, on crée des livres et des jeux qui sont à la fois digitaux et tangibles. Donc, typiquement, peut-être il faudrait les montrer. Vous êtes éditeur. On est éditeur et on est aussi inventeur de nouveaux formats et de nouveaux jeux, de nouveaux concepts et de nouvelles technologies. Et en fait, typiquement, l'idée, c'était d'amener ce que l'on émet sur l'écran, ce qu'on émet dans l'interactivité, dans le jeu vidéo, et de le ramener dans le livre, et de le ramener aussi dans le jeu de société, un jeu de plateau, etc. Donc typiquement, là, vous voyez des cartes qui sont reconnues par l'écran. Donc la dimension tangible, c'est la carte à jouer, et c'est un iPad. Et chacune de ces cartes a un comportement. Il y a une sorte de duel comme ça entre les cartes de droite et les cartes de gauche qui créent des figures qui se mêlent entre elles. Donc typiquement, là, on a quelque chose de très visuel, de très interactif, qui ramène le monde digital dans l'univers tangible, qui mêle les deux de façon très très harmonieuse, parce que spatialement dans l'espace, en fait, la carte est posée de façon très naturelle, et c'est à l'endroit où elle est posée que cet effet visuel et son comportement visuel se déplacent. Donc ça, en fait, on amène le jeu vidéo à l'extérieur de l'écran. Et c'était un peu de cette frustration de travailler toujours sur l'écran pour l'écran qu'on est parti pour rajouter cette dimension. Alors, ça marche bien, parce que je sais que vous avez été repéré par Hasbro et que vous êtes en train de travailler avec eux sur une prochaine version du Monopoly. Alors, on fait pas mal de choses avec Hasbro. On a un accord sur pas mal de jeux. Ouais. Et en fait, l'idée, effectivement, c'est de revisiter les jeux de société, de créer de nouveaux jeux, mais aussi de revisiter des jeux de société connus, et de ramener cette dimension digitale aux jeux tactile, tangible, ou de ramener au jeu virtuel, c'est-à-dire au jeu sur écran, la dimension tactile. Donc effectivement, des jeux avec des vrais pions, avec des vraies cartes, mais avec une interactivité extrêmement riche, des visuels, des sons dignes du jeu vidéo, du monde digital. Alors vous évoluez tous les trois dans des univers différents, mais vous avez au moins un point commun, c'est l'intérêt pour les tablettes tactiles. Hier, on avait commencé à s'intéresser au groupe Condé Nast, donc l'éditeur de GQ, et à son modèle économique. En interne, il a évidemment fallu s'adapter, et ce qu'on peut dire, c'est que les maquettistes, avec ces nouveaux débouchés, eh bien, ils se régalent. Regardez. C'est un nouveau terrain de jeu pour le département artistique, pour les maquettistes. Enfin, on va pouvoir faire des choses interactives, des vidéos, des slideshows, des panoramas, des enrichissements HTML5. Nous réalisons quasiment tous nos enrichissements. Tout ce qui concerne photo, bien sûr, c'est sur Photoshop. Les illustrateurs travaillent avec Illustrator, et les motion designers, donc tout ce qui est animation en mouvement, travaille sur After Effects. Il y a une vraie cohérence et une vraie facilité de passer d'un logiciel à un autre, donc c'est très fluide. C'est surtout ce qui est assez magique, c'est que le maquettiste aujourd'hui va pouvoir faire de l'interactivité, de la vidéo, sans faire une seule ligne de code, sans connaître le Java, sans connaître tout ce qui est CSS. Donc le passage se fait quand même de manière confortable. Philippe Janet, c'est pas toujours aussi simple, hein, je pense. Ça va pas être simple même là. Ouais. Même là, parce que en fait, ce qu'on voit, c'est un peu